Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure des Taxi Média Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin dans la matinale d'info et surtout dans cette émission Taxi Média Show, notre show unique matinal avec la presse togolaise. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est jeudi 29 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons décidé ce matin de recevoir 3 rédactions au téléphone. La Nouvelle Tribune, des Guardians et Flambeaux des Démocrates. Dans 10 minutes pour trancher, notre invité, c'est Pascal Edo Agbové, expert et consultant en décentralisation et gouvernance locale. C'est lui le directeur exécutif, on va le dire ainsi, de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Nous parlerons de la décentralisation et surtout avec la nomination des gouverneurs la semaine dernière. On va l'évoquer clairement. Vous restez avec nous. Taxi Média Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec l'hebdomadaire Ouara, les vainqueurs. Le confrère parle d'autonomisation, l'aide gouvernementale qui change la vie des Togolais. Vous lirez l'article à la page 2 du journal. Autre sujet, c'est au niveau de l'Office togolais des recettes, 515,8 milliards de francs CFA au premier semestre 2024 donc ont été mobilisés. Et puis gouvernance ou gouvernement de transition, Victoire Dogbe reçoit le quitus de l'Assemblée nationale. Tous ces sujets-là, c'est à lire dans l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs dans le kiosque ce jeudi matin. Notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de journal Flambeau des Démocrates. Nous sommes heureux d'accueillir Magloire Kenvi Teko ce matin. Bonjour mon cher grand citoyen d'État Magloire Kenvi Teko. Alors bonjour à toi cher grand citoyen d'État Irrigator. Bonjour à tous les fidèles passagers encore du plus beau taxi matinal de Lomé. C'est bien l'heure de l'info de la 7e heure. Vous y êtes et nous y sommes. Et on est embarqué dans le même taxi, hein. Tout va bien? Ah ben oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. On ne peut que lui rendre grâce. Et dans votre éditorial ce matin, Magloire, vous parlez de nouvelle alliance. C'est laquelle? Celle qui est dans la Bible? Ah ben oui, ce matin, nous allons laisser un tout petit peu de côté la Bible. D'accord. Pour reparler encore de la formation récente du gouvernement de B2 et ses incidences. Et comme vous le savez si bien, Irrigator, il se trouve que les Togolais étaient restés impatients jusque-là sur la formation de cette équipe.
Et pendant que l'on croyait que les débats s'articuleraient autour donc de la pertinence de sa mission, c'est plutôt la présence du maire Gomadou Kwame sur la liste des nouveaux ministres qui crée plutôt la polémique. Et cette polémique est encore plus accentuée, on va le dire ainsi, par la vitesse de croisière prise donc par l'ANC pour sanctionner ce dernier pour faute lourde. Alors, Rigato, s'il y a aujourd'hui une évidence qui saute d'ailleurs clairement aux yeux, c'est que Fodjo, comme on aime bien l'appeler affectueusement dans sa communauté, ah oui, sans exagération aucune, est une pioche royale, sinon un trophée de guerre que le parti au pouvoir tente intelligemment de camoufler en refusant donc de verser dans un débat qui peut éveiller les soupçons sur ce qu'on peut appeler la consolidation des acquis du Parti uni pour les prochaines échéances de la Ve République, où, il faut le dire, les élections législatives vont compter beaucoup comme le scrutin femme. Alors, un homme comme Fodjo qui quitte l'ANC, il s'en va à Rigato, bien entendu avec des proches et toute une partie d'une communauté souvent bénéficiaire de ses actions. Alors, aujourd'hui, face à cette situation, nous pensons que son cas doit pouvoir interpeller beaucoup plus que le président de l'ANC et son état-major à retrousser leurs manches pour le nouveau combat de l'implantation du parti à travers tout le pays et surtout les hameaux les plus reculés. Parce que là, l'insatiable parti au pouvoir est à pied d'œuvre. Et si l'opposition peut estimer toujours gagner les scrutins présidentiels à travers les urnes sous le régime présidentiel, eh bien aujourd'hui, le parti au pouvoir veut lui aussi se donner toutes les chances de remporter les élections législatives sous le régime parlementaire. Et dans ce cas de figure, eh bien, la vraie opposition togolaise, pour une fois, doit être stratégique, nous pensons. Si l'on peut donc arrêter la marche, en tout cas, si l'on ne peut arrêter la marche de la Ve République, puisque elle est déjà inébranlable, eh bien, nous pensons qu'il faut au moins se préparer aux combats électoraux qui vont passer par des solides bases à donner aux partis politiques. Et cela doit donc être la nouvelle alliance du changement chantée depuis 1990. Et c'est bien là la nouvelle alliance dont nous faisons cas dans notre éditorial du jour, Rigato. Ah oui, très bien. Là, après explication, on a mieux compris donc la nouvelle alliance. Votre éditorial a lié donc à la page 3 de votre journal Flambeau des démocrates dans le kiosque ce jeudi matin. Vous parlez également de l'UEMOA en rapport un petit peu avec la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel. Le Togo est aux commandes, hein, le patron. Ah oui, vous savez, Rigato, que Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis hier, et ce jusqu'au 31 août prochain, la 11e Assemblée générale des présidents de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de la zone UEMOA et de la Guinée. Et donc, après Cotonou en 2023, eh bien, c'est le Togo qui, à travers donc sa haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui accueille cet événement, et qui pour cette année est placé sous le thème mise en œuvre effective de la TNT. Alors, dans un contexte donc de vacances à la présidente de la plateforme, bien, il se trouve que le premier objectif du dit événement est la confirmation de l'élection du président de la HAC du Togo, monsieur Telou Pitalolani, le doyen que nous connaissons tous, qui succède donc au Béninois Rémi Moretti. Alors, le Togolais prend donc les commandes pour les 2 prochaines années et ensuite, les regards seront tournés vers l'adoption du projet ou du moins du rapport d'activité du président sortant, l'élection du vice-président de l'association et la passation de charges entre le président sortant et le président de la HAC du Togo. Alors, il sera également question de l'examen de la feuille de route du nouveau président sur la période 2024-2026 et aussi le bilan de la mise en œuvre du TNT dans l'espace de la plateforme.
et dans chacun des pays membres, ainsi donc que la proposition d'une stratégie des actions pour accélérer la mise en œuvre de la TNT. Et tout ceci sera donc au menu des réflexions des travaux de Lomé. Et il faut noter également, Irrigator, que cette rencontre se déroule en 2 phases. Une séance plénière autour du thème qui regroupe l'Assemblée générale et une réunion de la conférence des présidents des instances de régulation. Et cette 11e édition de l'Assemblée générale va fermer donc ses portes avec l'installation solennelle du nouveau président, Monsieur Telou Pitalolani. Et dans tout ceci, c'est bien le Togo qui est aux commandes donc de la plateforme des régulateurs, n'est-ce pas, de l'audiovisuel en Afrique de l'Ouest, Irrigator. Très bien, mais écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Et puis on va parler de l'Union togolaise des banques, UTB, avec Simplice Assi. Réussir ou réussir, c'est ça? Ah oui, on serait sur un terrain politique, un terrain sportif, qu'on dirait, mais allez les éperviers, on gagne ou on gagne, n'est-ce pas, Irrigator? Exactement ça. Ah oui, mais ici, on parle de l'argent, de l'économie et on parle de la banque. Et vous savez, l'Union togolaise de banques, qui est donc la dernière banque entièrement détenue par l'État, a un nouveau directeur général à la personne donc de Simplice Assitoyi, qui est donc un cadre bancaire, on va le dire, chevronné, pétri d'expérience, qui réunit plus de 23 ans déjà de carrière. Alors, cet événement capital survient dans un contexte, il faut le relever également, assez critique, que traverse cette institution bancaire qui est abandonnée malheureusement depuis juin 1994 par des partenaires stratégiques comme le Crédit Lyonnais, comme la Deutsche Bank et comme la Banca Commerciale Italiana, qui détenaient donc, tous ces partenaires-là détenaient respectivement 35%, 18% et 12% des actions. En tout cas, l'UTB, comme je venais de le dire tantôt, fait face à des défis significatifs, dont une faible capitalisation, des fonds propres déficitaires et un portefeuille de prêts à haut risque. En tout cas, dans cette perspective, ou dans la foulée, il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez que le Fonds monétaire international, à qui la gravité de la situation n'échappe d'ailleurs pas, a formulé des recommandations en vue donc de la privatisation de cette banque. Et tout en y tenant compte, eh bien, l'État togolais a également adopté pour un soutien financier direct. Mais suite à la découverte donc des déficiences financières inadmissibles au cours donc des audits diligentés, plusieurs repreneurs potentiels se sont retirés et face donc à cette triste réalité et à ce contexte bien complexe, nous sommes allés donc dans cet article de nos propositions de sortie de crise, si on peut le dire ainsi. Et pour nous, Irrigator, il est attendu, vivement attendu du nouveau directeur général, une expertise, on va dire, significative en gestion financière, une analyse des risques et stratégies bancaires, notamment pour le redressement de l'institution. Et il lui faudra également à nous redéfinir le rôle d'une institution financière nationale dans un contexte économique en rapide mutation en vue donc d'une privatisation sans heurts. Et ça, on va le dire encore que c'est beaucoup plus théorique, mais de façon pratique et pragmatique, Irrigator. Nous pensons que pour que M. Simplice Assi réussisse ou réussisse, eh bien, il faut qu'il prenne les dispositions qui conviennent. D'accord. Parce que dans une institution aussi minée par des pratiques peu orthodoxes, dont des promotions par affinité ethnique ou politique, de la part de ses prédécesseurs, eh bien, M. Simplice Assi, pour nous, doit d'abord s'entourer de personnes compétentes, c'est-à-dire des gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Ensuite, il doit éviter les promotions de complaisance ou sur des bases régionalistes ou tribalistes. Et enfin, il doit surtout arrêter l'hémorragie en mettant fin à l'octroi des crédits de complaisance.
En tout cas, c'est toute une litanie, sinon toute une compilation de propositions que nous formulons dans notre article et qui ferait beaucoup de bien au nouveau directeur, sinon à toute l'institution bancaire UNTB pour qu'elle puisse se relever à temps et continuer toujours pas à faire le bonheur du Togo, sinon de l'économie togolaise, parce que n'oublions pas, c'est la seule banque qui reste encore aujourd'hui le patrimoine togolais, sinon les autres, vous le savez mieux que moi, sont toutes privatisées, Rigator. C'est bien cela. Ben, écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce jeudi matin. Ben, écoutez, merci beaucoup, Magloire Kinviteko. Ben, c'est plutôt nous qui vous remercions parce que le voyage a été sympathique avec le très sympathique chauffeur également au volant. Mais s'il y a un conseil à donner à tous les passagers qui sont encore à bord du plus beau taxi matinal, puisque nous autres nous descendons ici, c'est de ne jamais oublier le port de la ceinture de sécurité parce qu'elle est très vitale. Mais pour le reste, bonne suite de trajet. Nous faisons confiance aux sympathiques chauffeurs. On se dit bonne suite d'émission et à très bientôt. À très bientôt, mon cher Magloire Kinvite. Comme ne quittez pas d'ici tout, mais on vous raccompagne avec quel morceau? Parce qu'on m'a donné 2 chansons ici. Il y a la chanson du groupe Flash que vous connaissez sûrement. Asila Sime, Yenye de Douambegbe, Midjagwagba. Il y a ça. Ah oui, je connais. Et puis, ah oui, si, je sais. Vous êtes mieux que Jérôme Soussou. C'est sûr. Enfin, dans la chanson, je précise. Et puis, il y a un autre multipartisme de Alpha Blondy. Qu'est-ce que vous choisissez? Alpha Blondy, multipartisme, c'est pas mauvais, c'est bon, mais je préfère l'union fait la force. Assis la cime, on y va. Allez. Merci beaucoup et bonne journée, Magloire. Au revoir, arigato. À très bientôt. Flash, l'union fait la force. Le hip-hop noir, mission radio comme un boudoir. Il faut jamais baisser les bras, pour placer le pouvoir, personne n'a souffert. On connaît le hip-hop noir, hip-hop le gong, mais c'est ma mal à toi quand même. On sait pas de l'argent qui s'est donné. On tout passe si le hip-hop a tous nos sommets. Le juge bosse sans de rime avec Kemla. La nuit dans tout le ça c'est la salsa. Putain de face qu'on a, les rappeurs commencent pas à s'approcher, on connaît pas leur projet. Un peu comme si venaient vous interroger. En plus sur le gong, y'a pas trop de jeunes connaisseurs. Ils disent que le rap ça fait trop de bruit, comme l'a dit mon grand frère, à l'idée de l'ancienne école. C'est le groupe Flash sur la radio Taxi FM Lomé. Notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du Journal des Guardians. Nous sommes au téléphone avec le grand citoyen d'État Ambroise Kondjo. Bonjour Ambroise. Ambroise, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bon, merci de nous avoir rejoints. Alors, on parlait du gouvernement Victoire Tomega Dogbe 2. Rien à signaler, circuler, c'est ce que vous écrivez ce matin. Rien à signaler, c'est ce que nous évoquions à l'instant avec le problème de connexion. Oui, pour vous dire que ce gouvernement Dogbe, on l'a connu il y a 4 ans, avec pratiquement les mêmes recyclés qui sont toujours dans le gouvernement 2. Et donc, si avec le premier gouvernement Dogbe, on n'a pas eu de chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, on n'a pas eu de grand hôpital, un grand hôpital de référence, ne serait-ce que dans 2 grandes régions du Togo. On n'a pas eu de terrain de haut standing, un terrain olympique digne de ce nom, comme on en a connu
la dernière fois en Côte d'Ivoire, lors de la CAN. On n'a jamais eu de grandes machines, dirait-on, agricoles pour pouvoir booster le secteur agricole et donner plus de sécurité alimentaire aux Togolais. On n'en a jamais eu de la création d'emplois tant entendu qu'on nous a toujours annoncé du côté du ministère de développement à la base, et rien que des volontaires. Et là, les mêmes personnes qui reviennent à la charge, sur les 33, on en compte au moins 2 tiers qui sont là. Et le pire, c'est qu'on a que la Dame Dogbé et son président de la République ont conservé les dinosaures, les 4 dinosaures de ce gouvernement, à savoir Madame Victoire Dogbé elle-même, qui n'est pas loin de faire les 20 ans avec Faure Gnassingbé depuis son arrivée au pouvoir. Ensuite, Monsieur Djibert Bahara, qui est là depuis 2007, je crois, 2007-2008, et qui a changé des portefeuilles sans concrètement rien donner. Et en plus, il y a Madame Sina Lawson qui est aux télécommunications et à l'économie, l'économie numérique, au secteur numérique, avec les problèmes de connexion que nous avons, la cherté du coût du téléphone, la cherté de la connexion Internet, contrairement aux autres pays de la sous-région. En plus, le dernier, je crois, de ces dinosaures, c'est-à-dire les carriéristes ministres, c'est Robert Doucet, qui est le chantre de la diplomatie, dit-on, qui, certes, est salué par certains de par le dynamisme de sa diplomatie à l'endroit de plusieurs pays que le Togo n'a jamais eu à partiser. Et donc, ces 4 ministres-là sont là depuis plus de 15 ans. Et donc, tout comme il n'y a plus personne au Togo plus compétent à diriger ces postes. Et donc, on a conclu que c'est un gouvernement de copines, de copains, de coquins, de frères, d'amis, de fils à papa qui sont là et qui narrent les Togolais en longueur de jours, de semaines et de mois sans résultat concret. Maintenant, au-delà de tout, il y a d'autres ministres qui ont été totalement infructueux, non seulement infructueux, qui ont nargué les Togolais sur les médias par des projets aussi sensibles que désobligeants. Je prends le ministre Iou Wateba, qu'on a évincé du gouvernement et à raison, qui a pris un portefeuille très sensible et dont certains projets n'ont pas eu l'assentiment des acteurs concernés. Et il a aussi créé d'autres problèmes. Le cas, par exemple, des bourses internes que l'ancien ministre octroyait aux étudiants dont les parents ne voudraient pas voir leur fils à l'extérieur du Togo et qui sont acceptés dans les universités prestigieuses privées du Togo. Il est venu supprimer cette bourse-là. Il serait venu supprimer cela, on en a appris. Il y a d'autres choses. Maintenant, il y a encore l'autre ministre de l'inclusion financière, mademoiselle Assi, ou madame Assi, je ne sais pas, qui est gardée là. Mais tout le bordel qu'on a eu à foutre dans les histoires de FNF, là-bas, dont certains crédits ne sont pas encore retournés aux institutions de microfinance, mais on maintient cette personne-là. Vous voyez, il y a d'autres entrées. D'accord. Tiakpé Isaac, que je suis en train d'écouter ce matin, le chantre du beau parleur de l'UFC, qui a fait glama pour rentrer au gouvernement. Il y a l'autre là, puisque les gens confondent le beau parler des premiers fils de Molière, confondent le travail pratique d'un ministre au gouvernement à leur essence intellectuelle, en alignant des mots. Et donc, il y a l'autre là, Rounake, mon professeur, une personne d'université de droit, qui a été l'une des chevilles ouvrières de la nouvelle constitution de la 5e République. Et donc, Milan Dossou, qui a mélangé beaucoup de choses au ministère de développement à la base, qui a été totalement inversé. Il y a d'autres aussi entrées dont les ministères, le Togolais n'en a pas besoin. D'accord, très bien. Les Togolais n'ont pas besoin de ce ministère. Et là, rien n'en signaler. On va faire la même chose depuis 4 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et les Togolais vont continuer par souffrir dans la misère. Très bien. Écoutez, rien à signaler. Écrivez-vous, circulez, vous ajoutez. Et puis, nomination des gouverneurs des régions. Eric, c'est vrai qu'on a relevé certains dont les résultats ne sont ni figue ni raisin. Il y a Agdameral, il y a l'ancien ministre de l'économie et des finances, il y a Okoroko,
il y a encore un autre ministre, Odabalo, qui est venu tout récemment. Oui, le colonel. Bon, peut-être qu'il aussi n'a pas démérité parce que il semble qu'il a fait du bon travail dans cette préfecture, dans cette histoire de préfecture d'Agoël, qui n'est que le Grand Lomé. Et donc, bref. D'accord. Il y en a quand même qui ne déméritent pas. Oui, d'accord. Mais la grande majorité, et surtout qu'on ne laisse pas la main à certains ministres de travailler. Voilà. Bon, d'accord. Écoutez, on lira l'article à la page 3 pour avoir plus de précisions sur le sujet. Vous revenez également sur la nomination des gouverneurs des régions. Et là aussi, que du recyclage clanique et du gaspillage d'argent du contribuable. C'est ce que vous écrivez. Vous semblez être dur ce matin quand même, Ambroise. Mais on ne peut qu'être dur vis-à-vis d'un système, d'un régime qui est là, à faire du surplace, à faire de la même chose. Quand nous parlons du gaspillage d'argent, les 5 gouverneurs qu'on a eu à nommer, sans nommer celui de Sokolé ou de la région centrale, bon, ils vont toucher de l'argent. Ils auront des primes, des émoluments. Je ne dirais pas salaire. Mais ceux-là qui ont été nommés pour le volet politique et clanique, c'est les mêmes recyclés. C'est les mêmes recyclés du Parti Uni, du RPT jusqu'à Uni, depuis 20 ans. Kassa Traoré a été ancien directeur général, je crois, d'une institution de l'État, je crois que c'est la RMP. Atchade Diafo, qui a fait ses preuves à Togocel, était déjà DG de Togocel, avant de devenir ministre des Transports et autres. Mais Kassa Traoré était ministre des Travaux publics tout récemment. Tu vois? Et les mêmes personnes, on les reverse dans le gouvernorat, on les nomme en tant que gouverneur. Babien, notre grand frère Moba, qui était directeur général de la Poste, était ministre de l'enseignement technique, et autre ministre avant de devenir aussi gouverneur. Nous avons tous les éléments. Mais maintenant, ce qui est épeurant dans tout ça, on a déjà évoqué le problème d'argent, parce qu'on ne peut pas faire des appels de fonds à l'UMO à chaque fois pour payer les salaires, et maintenant nommer d'autres gouverneurs qui viendront encore prendre de l'argent, alors que les Togolais en souffrent. Maintenant, on prend, d'abord sur le plan ethnique, au lieu de mettre quelqu'un qui maîtrise la ville de Lomé ou la région maritime pour gouverner, on prend quelqu'un d'une autre région carrément pour venir placer maintenant dans d'autres régions qui ne maîtrisent pas. En plus des militaires qui devaient être positionnés dans la région de la Caraïbe et des Savanes, qui est en proie aujourd'hui au problème de djihadisme, on les ramène dans un milieu où ils sont moins sollicités. Maintenant, on renvoie quelqu'un qui n'est pas militaire, qui n'a rien à voir avec la sécurité dans la région des Savanes. Vous voyez la dichotomie? Tout simplement pour nous dire que si nous mettons quelqu'un qui est sociologiquement ou ethniquement proche des populations, lorsque les moments viendront, lorsqu'on aura besoin de lui pour le réprimer, il ne peut pas, parce que c'est ses frères qui sont là-bas. C'est ce que nous déduisons de ces nominations, tant sur le plan financier, sur le plan clanique, ethnique, régionaliste et politique. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira donc à tous ces sujets-là et d'autres aussi dans votre journal Les Guardiens dans la caisse ce matin. Écoutez, merci beaucoup, Ambroise Pondio. Merci à toi, Eric, pour chuter sur la question de 33 ministres pour 8 millions d'habitants et 71 ministres en Inde pour 1,4 milliard d'habitants. Et ensuite, les Togolais vont comprendre. Oui, d'accord, très bien, on a compris à peu près. Écoutez, merci et bonne journée à vous. Merci Eric, bonne journée à vous, à tous ceux qui sont à bord du taxi du matin. Oui. À bientôt. À bientôt et on vous accompagne avec un morceau de Petit Clément que vous connaissez sûrement. Et Lavagnon. Et Lavagnon Bédéka. J'adore. C'est pour vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Le bébé c'est blana kona oare
Alors, dans les kiosques aussi, il y a ce matin, il y a le journal La Libération. Le confrère parle de l'alternative BTP-SA, désormais donc un leader incontournable des BTP dans la sous-région. Vous lirez l'article dans le journal. Nouvel exécutif togolais, un gouvernement de mission au programme ambitieux reçoit l'onction du Parlement. Le détail donc de tous ces sujets-là, on va lire dans le journal. Alors, on va jouer la rédaction du journal, la nouvelle tribune avec Elom Matisogwe. Bonjour Elom Matisogwe. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Vous revenez sur ce nouveau gouvernement avec la star du gouvernement, c'est clair aujourd'hui, le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires, le Joker Gomadou, son choix et ses lourdes charges. Vous en parlez ce matin. Oui, Eric, vous savez que depuis le 20 août 2024, où justement il y a eu la formation d'un nouveau gouvernement, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui coulent justement à cause de l'entrée au gouvernement de Kwame Gomado, maire de la commune Golfe 1. Et aujourd'hui, il nous semble opportun de revenir sur le sujet, non pas pour davantage alimenter la polémique, mais justement pour aller au-delà de cette polémique et regarder justement ce qui semble judicieux dans le choix ou dans la mission de monsieur Kwame Gomado. Vous savez justement, Eric, que c'est pour la première fois, l'une des rares fois que le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires a un portefeuille consacré, parce que autrefois c'était un portefeuille rattaché au ministère de l'Administration territoriale, ensuite délégué, et maintenant c'est un ministère qui trouve un personnage qui lui est dédié à plein temps. Et donc pendant cette période de transition, quelle sera justement la mission du ministre Gomado? Qu'aura-t-il à faire? Qu'aura-t-il justement à faire? Qu'est-ce qui a pesé en faveur de son choix et quels sont les défis à relever? Nous sommes revenus sur tous ces sujets dans notre parution de ce matin en présentant bien évidemment l'homme, en revenant sur son bilan ces 5 dernières années au niveau de la mairie Golfe 1, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et justement parlant du social, de l'aménagement et du développement de son territoire, notamment de la commune Golfe 1. Comment est-ce que cela s'est passé? Quelles sont les étapes qu'il a franchies, et pour mieux présenter l'homme, parce qu'il nous semblait quand même opportun de revenir sur le sujet, d'aller au-delà de la polémique, comme j'ai dit tantôt, pour remettre ce ministère au centre des préoccupations, au centre justement des attentes et des objectifs qui sont fixés en ce qui concerne l'aménagement et le développement des territoires. Bien évidemment, Monsieur Gomado Kwame, en tant que ministre aujourd'hui, avec un schéma ou un plan qu'il pourra tracer sur les prochains mois, les prochaines années en ce qui concerne l'aménagement et le développement des territoires, nous ne voyons pas à l'instant le ministre débarquer ou faire un projet concernant un territoire et que quelqu'un dise oui parce qu'il est de l'opposition, parce qu'il a quitté l'opposition, il est entré au gouvernement. Nous ne voulons pas de ce projet. Et donc il est important aujourd'hui de s'asseoir et de regarder les défis, les challenges, et regarder aussi les besoins pour que nous puissions aller au-delà des critiques qui ne peuvent pas justement nous amener à nous développer, et de regarder ce qui est important, c'est-à-dire l'aménagement et le développement des territoires. Très bien. Écoutez, on lira donc cet article-là dans votre journal, la Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce matin. L'interconnecter les territoires et les rendre plus attractifs, travailler pour une meilleure prise en charge des besoins des populations. En gros, mettre en place une meilleure réponse d'assainissement. Voilà donc les attentes au niveau donc de Gomado. On verra bien s'il va quand même satisfaire les uns et les autres. Un autre élément, c'est sur le décès de Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Le HCRUN rend visite aux évêques là de ce sujet. Oui, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a rendu visite à la conférence des évêques du Togo mardi. Une délégation conduite par sa présidente, Madame Awada Boyanana. Il était question de présenter les condoléances de l'institution à la conférence des évêques du Togo
de vive voix, parce que dans un premier temps, le HCRUN a sorti un communiqué et il était question justement mardi de présenter de vive voix les condoléances du HCRUN à la conférence des évêques du Togo. Vous savez que c'est un décès qui a attristé toute la nation, le peuple togolais, parce que Monseigneur Barriga était président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Exactement. C'est une figure emblématique de la réconciliation du pays qui est décédé, l'un des plus jeunes prêtres de l'époque, vous vous rappelez, Eric. Donc, nous allons profiter de l'occasion également pour revenir sur la date des obsèques qui aura lieu très bientôt. Oui, le 6 et le 7. Voilà, le 6 et le 7 septembre 2024. Donc, voilà, Eric, nous sommes revenus sur le sujet et sur les compassions de HCRUN à la conférence des évêques du Togo. Très bien. Écoutez, tous ces sujets-là, donc à lire, et d'autres aussi dans votre journal. Il semble que les nouveaux patrons de société, ils ont été bénis pour que la mission soit... Oui, c'était la semaine passée. Le nouveau bureau consulaire, avant de commencer son mandat, a confié justement l'initiative à Dieu, a confié les 4 prochaines années à Dieu. Il s'est agi de pouvoir faire d'abord une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jean et ensuite une prière musulmane à la maison du Hadj. Et donc, ces 2 initiatives ont eu lieu jeudi dernier à Lomé. Donc, c'était quand même l'occasion pour le président José Kwasi Simenou de mobiliser l'Assemblée consulaire autour de lui, autour du bureau, afin que les actions futures ou les initiatives qui seront prises sur les 4 prochaines années soient des initiatives de réconciliation, d'unité, de cohésion et justement, et aussi, surtout, que Dieu puisse quand même être au centre des actions et des initiatives qui seront prises par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Très bien. Écoutez, tous ces sujets donc à lire dans votre journal La Nouvelle Tribune dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup. Encore une fois, Elon Matisogwe. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi. Et on va vous accompagner avec un morceau de Emorej featuring Juliano, My Prayer. C'est bon? My Prayer. Voilà, c'est bon. Allez, bonne journée. À très vite. Bonne journée, Eric. À très vite. Oui. Emorej, My Juliano. Que yo son me kakani avake no biomare nyem nyao amenene que Jason bela mila chie me va ole miro dia me nyem nyao mani emu fon ma money prayer ni be que nyo yeah mani emu fon la kugwe do na be pipo de nezu yaira la benye mesereka emu emu jaso non kono afo emu jaso on top from kere jaro taxi a los emijan mle de kuku Thomas driver. Et nous allons prendre donc notre 3e rédaction ce matin au téléphone à Ambroise Pondio. La connexion n'était pas bonne tout à l'heure. Alors, on va récapituler. Dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Libération. Il y a aussi Économie ou Écofinance qui est aussi dans les kiosques. Le confrère parle du marché. Oui, le premier semestre en 2024 clôturé donc sur une tendance haussière. Il y a aussi la Nouvelle Tribune des Guardian. Voilà donc entre autres les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi matin. Il est 7h53 sur la radio. Dans un instant, notre invité, dans 10 minutes pour trancher. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Pascal Edo Agbové. Il est expert, consultant en décentralisation et gouvernance locale. Il est le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Eric, bonjour nos chers auditeurs et auditrices. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. Pour nous aider à mieux cerner certains problèmes liés donc à la gouvernance locale et la décentralisation, puisqu'on atteint aujourd'hui clairement une étape culminante, on va le dire ainsi. Mais avant peut-être de revenir sur le gouvernorat, puisque la semaine dernière, le gouvernement, disons Fornia Singbe a nommé donc des gouverneurs pour les régions. On en a 6, mais on a 5 gouverneurs pour l'instant. On attend le 6e. Mais à un an des élections locales, vous qui êtes donc travaillez sur des questions de la décentralisation régulièrement, quel bilan vous pouvez en faire de loin, puisque vous ne gérez pas directement donc les communes? Bien, nous pouvons dire de manière générale que les résultats sont mitigés. Les élus n'ont pas pu répondre aux attentes des citoyens comme cela devrait. Sérieux? Ah oui, n'ont pas.
puisque la décentralisation, en réalité, l'objectif principal, c'est d'accélérer le processus de développement local. Donc aujourd'hui, après 5 ans, on se rend compte que beaucoup de choses n'ont pas bougé au niveau des communautés à la base. Donc on se dit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc les gens ne sont pas totalement satisfaits. Il y a beaucoup de communes qui n'ont même pas élaboré leur plan de développement communal, qui devait être la boussole, qui devait normalement permettre d'orienter les actions de développement local de manière participative avec l'ensemble des acteurs qui animent la vie des collectivités territoriales. Et bon, donc cela n'a pas été fait. Même celles qui ont pu élaborer leur plan de développement communal, beaucoup de choses n'ont pas été réalisées dans ce plan-là. Donc, globalement, on peut quand même affirmer, sans doute, que les lignes n'ont pas bougé. Quand bien même que dans certaines communes, on peut quand même constater qu'il y a eu des avancées, mais c'est infime par rapport aux attentes générales des citoyens. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça aujourd'hui? Parce que je me rappelle, en 2020, vous avez fait une sortie dans laquelle vous disiez que, eh bien, il ne faut pas que les maires ou les communes attendent l'État avant de fonctionner, avant d'aller. Bon, effectivement, pourquoi cela n'a pas évolué? Les raisons sont multiples et les différentes parties prenantes à ce processus sont responsables. D'abord, en premier temps, en amont, avant les élections locales, on n'a pas suffisamment préparé les citoyens, même ceux qui étaient candidats à ces élections, qui sont élus aujourd'hui. Ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient la tête. Et donc, certains sont rentrés dedans de se rendre compte que ce n'était pas vraiment ça, ce qu'ils pensaient. Et donc, il y a eu des démotivations au niveau de certains élus. Il n'y avait pas eu suffisamment un programme de renforcement de capacité pour permettre à ces élus qui sont leur première expérience de mieux conduire les affaires locales. Il n'y a pas eu aussi suffisamment de transfert de ressources de la part de l'État et pour pouvoir vraiment permettre à ces communes-là de travailler. Même quelques ressources qui ont été allouées à ces communes à un moment donné ont été encore affectées à moitié, surtout pour le compte de l'ANADEB. Et les territoires communaux n'ont pas un tissu économique très fort pour pouvoir mobiliser des ressources financières endogènes suffisantes aussi pour réaliser les projets de développement. Autre raison également, les communes sont de très petite taille et donc ça ne permet pas normalement de mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir faire face aux besoins de la population. Et il y a eu trop d'administrations qui ont bouffé suffisamment de ressources en termes de fonctionnement. Vous savez, on a 117 communes, donc il faut 117 mairies avec les maires qui ont le personnel administratif. Et donc, finalement, beaucoup d'argent sont investis dans le fonctionnement au lieu d'être investis dans les investissements pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Donc, de manière globale, il y a aussi une faible participation des citoyens au processus. Vous savez, les élus locaux ne pourront pas réussir correctement leur mission si les citoyens ne s'impliquent pas davantage dans la gouvernance locale, parce que les élus locaux... L'implication des citoyens dans la gouvernance locale se situe à quel niveau? Vous n'êtes pas en train de leur demander, quand ils se lèvent chaque matin, d'aller donc à la mairie pour voir comment ça se passe? Non, parce que nous devons être exigeants envers les élus locaux. Nous devons suivre tout ce qu'ils font et nous devons participer à leurs réunions. Nous devons juger tout ce qu'ils sont en train de faire dans nos communes parce qu'ils sont élus par nous. Les élus locaux ne sont pas des autorités nommées. Oui. Ils ne sont pas des gens nommés par le gouvernement ou bien le chef de l'État. C'est nous qui les avons choisis. Donc nous devons suivre tout ce qu'ils font. Et au-delà de la pression que nous devons mettre, nous devons aussi, en tant que citoyens, contribuer aussi au financement des actions de développement local. Et donc la participation citoyenne, ce n'est pas seulement de dire, de réclamer, mais il faut savoir jouir de ses droits et puis de ses devoirs. Voilà, donc c'est important. Donc nous n'avons pas pu jouer ça, nous n'avons pas pu participer activement. Ça aussi n'a pas favorisé l'évolution des choses. Donc je pense que l'ensemble des parties prenantes dans ce processus, et il y a certains élus aussi qui n'ont pas quand même adopté une démarche participative, ils n'ont pas adopté une approche inclusive. Il y a eu aussi de mauvaises gestions au niveau de certaines communes. Nous avons remarqué cela sur le terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Mais
ce qui compte, c'est de faire table rase de tout ça, de faire l'état des lieux, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Puisque les attentes sont très grandes, nous devons quand même revoir notre position pour vraiment engager l'avenir avec sérénité, en nous focalisant plus sur les besoins cruciaux de la population, faire en sorte que la gouvernance locale puisse contribuer à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 pour aider le chef de l'État. Donc, nous avons remarqué que les gens certaines personnes, certains élus locaux ont la volonté mais n'ont pas eu les moyens, d'autres ont les moyens mais n'ont pas eu cette volonté-là de bien faire. Donc on a remarqué quand même des dérapages c'est que de la part de certains élus locaux, certaines autorités locales, des maires qui prennent des décisions, qui ne tiennent pas compte des réalités de leurs citoyens. Et puis tout ça n'a pas contribué à une cohésion sociale au niveau local, pour un travail de synergie. Mais vous ne direz pas que c'est une première expérience catastrophique, hein? Bon, non, je crois que nous sommes en notre première expérience, mais déjà 5 ans, si on a la volonté, on devait quand même... Il y a des maires qui ont réalisé beaucoup d'exploits, qui n'ont jamais fait l'expérience en matière de gouvernement local, mais qui ont réalisé de bons résultats, qui ont réalisé de bons projets. Donc, s'il y a la volonté, on peut mieux faire. Et donc, voilà ce que je peux dire globalement. Les difficultés que vous évoquez là, est-ce qu'elles sont aussi liées, j'ai envie de dire, donc, à la gestion, ou si elles sont imputables au pouvoir central, ou simplement à la faiblesse, comme vous l'expliquez, donc, managériale des maires eux-mêmes? Non, c'est en partie imputé au pouvoir central et en partie à l'ensemble des acteurs, comme je le disais tantôt. À imputer au pouvoir central dans la mesure où c'est le gouvernement qui conduit la politique de décentralisation. Donc l'État devait prendre toutes les mesures pour préparer tous les citoyens impliqués dans ce processus-là. Et nous avons quand même déploré au départ qu'il n'y avait pas eu assez de communication autour de la politique pour que les gens qui vont s'engager dans ce processus-là, ou bien même les citoyens qui sont concernés par cette nouvelle forme de gouvernance, puissent comprendre d'abord les tenants et les aboutissants de la politique. Et cela n'a pas été fait. Donc ça, d'abord, c'était le premier échec. Deuxième échec, c'est que au niveau de pouvoir central, c'est que un programme de renforcement de capacité n'était pas mis en place parce que nous étions en notre première expérience. Donc les gens qui sont les citoyens qui ont accepté de jouer ce rôle n'ont pas cette capacité de pouvoir mieux conduire les actions. Et donc, ça n'a pas vraiment fait avancer les choses. Autre chose, l'État aussi n'a pas pu transférer les ressources comme cela devrait être, comme la loi le précise. Donc, le transfert de ressources aussi n'était pas aussi tellement effectif parce que la loi précise que le transfert des compétences devait se faire, le transfert de ressources devait se faire au même moment qu'on transfère les compétences aux collectivités. Puisque c'est l'État qui jouait ses rôles. Donc, si l'État demande maintenant aux communes de jouer ce rôle, l'État devait leur donner les mêmes moyens qu'il utilisait pour jouer ses rôles, pour permettre aux élus locaux de pouvoir mieux accomplir leur mission. Donc on a remarqué que cela n'a pas été effectif, donc ça a été une cause. Et également, certaines décisions prises par le pouvoir à certains moments n'ont pas permis aux élus locaux d'être libres pour gérer l'administration locale librement, comme le précise la loi. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'État central s'est senti... a remarqué quelque chose. À qui? Je parle de... Non, mais je parle de gouvernement et puis le ministère qui est porte-parole, qui est chargé de conduire la politique au nom du gouvernement. Oui. Et donc, on a pris certaines décisions qui ont un peu réduit en fait, pas la compétence, mais le champ des élus, voilà, des élus locaux. Donc, nous avons remarqué qu'il y a eu tout ça qui n'ont pas favorisé les choses au niveau des élus. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau du pouvoir central. Maintenant, au niveau des élus, comme je le dis, c'est que c'est une question de volonté. C'est que chez nous, le problème, c'est que quand il s'agit de prendre le pouvoir, ou bien d'avoir un poste, les gens sont pressés. Mais une fois qu'ils ont la chance, on leur confie cette responsabilité et ils pensent plus à leur intérêt. Vous côtoyez souvent ce monde et ce qu'on entend de ces élus locaux, c'est qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on a des ressources maigres. Et on ne peut pas développer des politiques assez précises. Je l'ai dit tantôt que le transfert de compétences n'a pas été aussi effectif et surtout que les territoires communaux n'ont pas assez d'entreprises, c'est-à-dire le tissu économique n'est pas fort. Et si vous dirigez un territoire dont le tissu économique est faible, vous ne pourrez pas mobiliser assez de ressources. Et au début, nous leur avons proposé un programme, mais ils n'ont pas eu la volonté de collaborer. Quand vous ne savez pas faire quelque chose, il faut associer les gens qui maîtrisent la chose. Sûr, il faut demander. Mais donc certains élus sont très orgueilleux et ils sont très égoïstes et ils ne veulent pas. Et donc ça,
ça ne leur a pas permis de bien faire avancer les choses. Aujourd'hui, moi, je crois que je salue l'esprit d'ouverture du maire qui est nommé ministre de l'aménagement du territoire, de l'aménagement et du développement du territoire. Joseph Gomado. Gomado, c'est quelqu'un avec qui je discute tout le temps, même la nuit on discute et on fait beaucoup de choses. Même mon nom, j'ai même un partenariat avec sa commune pour les programmes d'entrepreneuriat, tout ça. Donc c'est un maire qui est très ouvert et il arrive quand même à capter rapidement les acteurs qui veulent l'accompagner dans sa mission. Mais d'autres maires sont très égoïstes. C'est comme ils sont tout puissants et ils ne veulent rien comprendre. Quand vous leur proposez même des actions, ils ne veulent pas. Et donc comment ils peuvent avoir le soutien? Et puis d'ailleurs, quand ils parlent chaque fois de manque de ressources, je suis d'accord avec eux, mais c'est une faiblesse de leur part. Parce que quand les ressources sont toujours rares, même les ministères aussi n'ont pas assez de ressources, mais en tant qu'autorité locale, ils devaient mettre en place une politique de mobilisation de ressources. Et ils doivent quand même se faire entourer des gens qui maîtrisent la chose pour leur permettre d'avoir assez de ressources pour pouvoir faire leur travail. Donc, si vous attendez tout de l'État comme les services publics, les services étatiques le font, ils ne pourront pas réussir. Parce que les services étatiques dépendent du gouvernement, donc ils attendent du budget du ministère de l'économie et des finances. Oui. Normalement, les communes doivent elles sont autonomes. Elles doivent disposer de leurs propres ressources. Donc, les communes doivent mettre en place une politique de mobilisation de leurs propres ressources. Et les élus ne doivent pas attendre tout de l'État. Donc, voilà un peu ce que je voudrais leur dire et leur souhaiter quand même beaucoup de courage parce que les citoyens sont là pour les juger. Je sais que plusieurs ne seront plus maires en 2025, je sais. Comment est-ce que vous savez ça? Ah non, parce qu'ils ne seront pas élus. Parce que non, mais ce qui se passe dans d'autres pays, c'est ça la différence. À moins que les gens passent par d'autres moyens pour être reconduits. Parce que dans d'autres pays, comme le Bénin ici, mais souvent quand il y a renouvellement, plusieurs partent. Parce que quand vous n'êtes pas satisfait, les citoyens ne sont pas satisfaits, ils ne vont plus voter pour vous. Ah oui, les citoyens sont là pour vous juger. Et puis voilà. Donc ce n'est pas moi, mais c'est selon l'expérience que nous avons dans d'autres pays. Si quand tu es autorité locale, tu ne travailles pas bien, ne compte pas encore sur les citoyens. Et vous qui êtes sur le terrain, quand vous observez tout ça, vous êtes sûr que la majorité d'entre eux ne vont pas revenir? De toute façon, les gens qui sont majoritairement du parti au pouvoir, peut-être seront encore repositionnés par leur parti au pouvoir, mais je vous dis que malheureusement, si vous êtes élu maire du parti au pouvoir et que vous ne travaillez pas bien, ça veut dire que vous n'êtes pas votre chef de parti, vous n'aimez pas bien le chef de l'État, parce que c'est quand vous travaillez très bien que les problèmes des populations seront réglés à la base, c'est à ce temps que le chef de l'État sera bien apprécié par la population. Donc les maires qui sont issus du parti au pouvoir, qui ne travaillent pas bien, qui n'arrivent pas à produire des résultats, ne font pas du bien à leur chef de parti. Et donc je pense que le parti saura comment pour repositionner des gens capables de pouvoir relever les défis de développement à la base afin que la vision du chef de l'État soit effective, soit réalisée au niveau local. Est-ce que vous savez qu'ici, chez nous, il y a des gens qui ne connaissent même pas leur maire? Est-ce que ce n'est pas aussi une Voilà, ça c'est une question. C'est ce que, il y a quelques carences, quelques déficits de communication. Il n'y a pas de proximité entre les élus locaux et les citoyens. Donc, c'est comment vous voulez. D'ailleurs, les gens ne savent pas ce que vous faites. Vos programmes ne sont pas connus. Et les actions que vous envisagez réaliser ne sont pas connues. Comment les citoyens peuvent cotiser pour vous? Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas créé des conditions, conditions pour créer la confiance, conditions devant créer la confiance entre eux et les citoyens pour que les gens puissent vraiment apporter leur contribution, leur expertise et leurs finances pour vraiment la réalisation des projets communautaires. Donc, je leur demande quand même de changer d'approche en étant plus proche des citoyens, en étant plus transparent dans la gestion et en observant le principe de redevabilité pour pouvoir rassurer. On est un an presque. Moins d'un an. En tout cas, ils ont encore intérêt à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour peut-être parachever cette affaire de la décentralisation avec la nomination des gouverneurs. C'était la semaine dernière, le vendredi, pour être précis. Alors, aidez-nous à mieux comprendre quel rôle le gouverneur va jouer dans le dispositif de la décentralisation. D'accord. Il faut noter d'emblée que les gouverneurs sont des autorités déconcentrées, c'est-à-dire des autorités nommées et donc des représentants du pouvoir central. Les gouverneurs représentent le chef de l'État et le gouvernement sur leur territoire territorial et donc ils sont désormais les supérieurs hiérarchiques des préfets. Okay. Voilà, donc en tant que représentant du pouvoir central, ils jouent 3 rôles principaux. Je résume tous leurs rôles. 3 rôles principaux. Premier rôle, c'est qu'ils sont représentants du pouvoir central, c'est-à-dire représentants du chef de l'État et du gouvernement, de l'ensemble des ministres sur leur territoire. Et donc tout ce que le gouvernement fait au niveau central, ils sont obligés de faire appliquer cela sur leur territoire. Deuxième chose... Ce sont des présidents de leur... région. Ils représentent le président dans leur région. Ils représentent tous les ministres aussi, donc tout le gouvernement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier rôle, le rôle de représentant du pouvoir central. Deuxième rôle qu'ils jouent, ils sont coordonnateurs de tous les services de l'État au niveau de la région.
donc d'envergure régionale. Oui. Et ils vont décliner cela et ils vont collaborer avec les préfets pour la coordination des actions. Donc les gouverneurs sont des coordonnateurs de tous les services de l'État, dans tous les domaines, que ce soit sécurité, que ce soit agriculture et éducation. Tous les services de l'État, de la région, ont pour chef supérieur hiérarchique direct le gouverneur. Ça, c'est un élément important. C'est vrai que ces représentants dépendront de leur ministre sur le plan fonctionnel, sur le plan administratif, mais celui qui représente le gouvernement dans la région, c'est le gouverneur. Donc, il est le coordonnateur de tous les services de l'État au niveau de la région. C'est pour des raisons d'ailleurs que si les élus régionaux veulent solliciter les services de l'État pour une mission, ils vont passer par le gouverneur. Alors, troisième rôle que le gouverneur joue, il est le contrôleur de la légalité des actes des élus locaux. Okay. C'est-à-dire qu'il sera là pour regarder un peu ce que les conseils régionaux vont faire et il va vérifier si ce qu'ils décident au niveau du conseil régional est conforme à la loi ou bien au test. Et donc, si les élus, les conseils régionaux prennent une décision qui n'est pas conforme au test, lui va saisir le juge administratif pour annuler cela. Donc, voilà un peu résumé le rôle des gouverneurs dans la région. Et comme je le dis sur le plan hiérarchique, il est le supérieur hiérarchique des préfets. Ça veut dire que les préfets dépendent maintenant du gouverneur. C'est la question que moi j'ai envie de poser. Entre le gouverneur, le préfet et le maire, qui est le patron de qui? Alors, en réalité, comme je le disais, le gouverneur... C'est lui le patron. Le gouverneur et le préfet sont des autorités déconcentrées, des autorités nommées. Oui. Cela voudra dire que d'emblée, le gouverneur est le patron des préfets. Les maires, quant à eux, ils sont des autorités décentralisées. Okay. Ils sont des autorités élues. Donc, en principe, eux, ils n'ont pas de supérieur hiérarchique. Ils sont autonomes, ils sont élus. Mais, dans l'exercice de leurs fonctions, je parle des maires, dans l'exercice de leurs fonctions, le maire joue aussi le rôle de l'État. Il est représentant du chef, il est le représentant de l'État. Okay. Le maire a double casquette. Il est élu. Oui. Comme les autres conseillers municipaux. Et c'est avec ce statut-là qui conduit la politique de développement de la commune. Mais l'État lui confère aussi un pouvoir. Il représente l'État dans sa commune. Donc, dans l'exercice du maire, il exerce des fonctions d'élu et les fonctions d'agent de l'État. Et donc, dans le cadre de son exercice en tant qu'agent de l'État, il est sous l'autorité du préfet. Okay. L'autorité du préfet. Du préfet. Oui, parce que le gouverneur ne descend pas au niveau de la préfecture. Le gouverneur, lui, va travailler avec le président du conseil régional. Parce qu'au niveau des collectivités territoriales, nous aurons deux autorités élues. On a les maires que nous connaissons et il y aura bientôt les présidents des conseils régionaux. Donc, les présidents de conseils régionaux travailleront directement avec le gouverneur et les maires continueront pas à traiter avec les préfets. Donc, quand le maire agit en tant qu'agent de l'État, il est sous l'autorité du préfet. Okay. Mais s'il agit en tant qu'élu, il est sous l'autorité du conseil municipal, puisqu'il est chargé de mettre en application les décisions du conseil. Donc c'est le conseil municipal qui est au-dessus du maire, puisque les décisions du conseil municipal s'imposent au maire. Donc, voilà un peu ce que je voudrais expliquer. Est-ce que tout le monde le comprend comme ça, pas nous peut-être, ceux qui sont concernés, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les rôles des uns et des autres, pour que certains ne se sentent pas lésés dans leur prise de décision? Voilà, c'est ce que nous disons, que l'État est en train de conduire une nouvelle politique qui, aujourd'hui, nous amène à avoir deux administrations sur le territoire. L'administration du territoire est assurée aujourd'hui par deux entités. Les entités, enfin l'entité étatique et l'entité décentralisée, c'est-à-dire des collectivités territoriales. Ça veut dire que sur nos territoires, désormais, nous avons toujours les services de l'État, que ce soit les différents représentants de services, les différents services émanant des différents ministères. Nous avons les autorités qui assurent l'administration, c'est-à-dire le préfet et les gouverneurs qui seront là. Et à côté, nous avons les autorités décentralisées, c'est-à-dire le maire et le président du conseil régional qui ont pour mission de conduire la politique de développement. Donc le développement de nos territoires revient désormais aux élus locaux. Et donc, les chefs des élus locaux au niveau de la commune, c'est le maire. Et au niveau de la région, c'est le président du conseil régional. Donc, aujourd'hui, si nous avons
un problème d'assainissement, un problème quelconque de la population, celui qu'on doit approcher directement, c'est le maire. Si c'est au niveau de la commune, si c'est au niveau de la région, c'est le président du conseil. Et là aussi, il faudrait qu'on communique pour amener les gens à comprendre qu'est-ce que le maire est appelé à faire, qu'est-ce que il ne peut pas faire. Et c'est le conseil régional, ou bien le président qui doit le faire. Donc, si nous ne communiquons pas, les cycles que vous êtes en train de faire, vous êtes à féliciter. L'État même devait normalement vous financer pour organiser ces genre d'émissions, amener les gens à expliquer les choses aux citoyens. Parce qu'on ne peut pas faire le développement si les citoyens sont dans le bleu. Les citoyens ne comprennent pas le mécanisme. Les citoyens ne savent pas comment adopter, quelle démarche faire. Les citoyens ne savent pas à qui se confier en cas de besoin ou bien s'il y a un souci. Donc, tout sera mélangé. Donc, ce que l'État est en train de faire, c'est super génial, mais il va falloir que cela soit accompagné d'une communication efficace pour permettre aux citoyens de comprendre quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, pour pouvoir aider les autorités à atteindre les objectifs assignés à la politique de décentralisation. Parce que c'est clair aujourd'hui que, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a le maire, et puis il y a le président du conseil régional. Ils ne sont pas encore élus. Voilà. Mais ça prend quand même du temps. Hein. Oui, ça prend du temps et c'est un dispositif assez lourd parce qu'au niveau de l'État, même ça demande assez de moyens. On n'a pas en amont prévu toutes les dispositions pour mettre en place les infrastructures qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on est obligé de déloger certains préfets. Ils sont obligés de quitter leur bureau pour aller ailleurs et céder leur bureau au gouverneur. Et tout ça devait être planifié. Au niveau de chaque région, l'État devait, comme on a commencé depuis, l'État devait prendre des dispositions pour construire des bâtiments dignes de ce nom, dignes pour vraiment habiter les gouvernements. Et permettre aux gens d'avoir les moyens. Moi, je pense que l'État doit maintenant créer au niveau de chaque région une cité des services publics. Faire en sorte que les citoyens retrouvent tous les services publics à un endroit. Parce que quand vous allez dans les villes aujourd'hui, vous cherchez un service public, vous ne savez pas où ça se trouve. Peut-être c'est dans un coin quelque part. Ça ne facilite pas la tâche aux citoyens. Et c'est trop lourd. Donc l'État doit créer aujourd'hui une cité des services publics. Et donc, je crois que ça doit être une vision du chef de l'État, faire en sorte qu'au niveau au moins des grandes villes, on ait une cité des services de l'État. Ça va être quand même lourd à porter par l'État aujourd'hui. Hein. Ah non, mais je crois que dans nos pays, on a ça et il faudrait que nous puissions travailler vers là. Parce que il y a beaucoup de bâtiments que l'État loue et c'est trop même coûteux pour l'État. Et comme c'est les privés qui ont mis ça à disposition ces bâtiments-là, les gens préfèrent garder ça pour avoir leur loyer au lieu d'encourager la construction de ces cités-là. Parce que si nous investissons dans l'immobilier et nous avons des cités propres, ça va réduire les dépenses de fonctionnement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État dépense beaucoup pour les loyers, parce que beaucoup de bâtiments sont loués pour abriter les services publics. Donc on doit penser à une stratégie comme ça. Mais bon, ça, avec le temps, on pourra en parler. Mais en me focalisant sur le sujet, je pense que les citoyens doivent comprendre aujourd'hui que ce que l'État est en train de faire va bouleverser totalement l'administration du territoire, l'offre de services aux citoyens. Et il faudrait que chacun de nous puisse quand même s'impliquer, quand même chercher à comprendre et à jouer correctement son rôle pour la réussite de cette politique. Alors, est-ce qu'un citoyen qui n'est pas d'accord par rapport à quelque chose qui se passe dans sa commune, est-ce qu'il a le droit d'aller peut-être à la mairie pour leur dire que je ne suis pas d'accord par rapport à cette telle politique, que je ne suis pas d'accord par rapport à telle situation? Est-ce que c'est autorisé par les textes, la loi? C'est autorisé par les textes et d'ailleurs, il y a une institution qui est prévue par la loi qui n'est pas encore mise en place dans beaucoup de communes, qu'on appelle Bureau du citoyen. C'est une institution prévue par la loi. Et cette institution est autonome, est différente de la commune où les citoyens peuvent aller à tout moment se plaindre ou bien exprimer leurs inquiétudes. Et nous invitons encore les élus locaux à mettre en place le Bureau du citoyen. Eric, j'avais expliqué tout à l'heure, permet que je puisse revenir. Allez-y. Vous m'avez posé la question concernant le gouverneur. J'ai expliqué de manière globale les fonctions des gouverneurs, mais je voudrais revenir un peu sur le cas de Lomé. Alors, c'est que la dernière fois quand le gouvernement quand le gouvernement a fait sortir le décret ou bien le communiqué, normalement les gouverneurs nous avons quand même porté quelques nous avons quand même émis quelques réserves parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, nous devons avoir 6 gouverneurs. Oui. Mais les 5 gouverneurs, à part celui de Lomé, n'ont pas les mêmes compétences. C'est qu'ils sont différents. Les 5 gouverneurs de région sont différents du gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Et ces gouverneurs ne vont pas fonctionner de la même manière. Le gouverneur de Lomé ne va pas fonctionner de la même manière que le gouverneur de région. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Comme je le disais tantôt, les gouverneurs au niveau des 5 régions, Savane, Kara, Centrale, Plateau, Maritime,
n'auront pas d'adjoint, d'ailleurs, n'auront pas de vice. Ok. Mais celui de Lomé aura 3 vice-gouverneurs. Ok. Donc, sur le plan même composition, il y a une différence. Alors, le gouverneur des 5 régions ne vont pas fonctionner de la même manière que celui de Lomé, parce que les gouverneurs des 5 régions sont des autorités déconcentrées. Donc, ils fonctionnent suivant les consignes de l'autorité centrale. Centrale. Alors que le gouverneur de Lomé ne va pas fonctionner comme ça. Il va fonctionner en partie comme ça, parce qu'il aura sous lui un conseil de district, ce que les autres gouverneurs n'ont pas. Ok. Donc, le district autonome du Grand Lomé aura un conseil du district. En plus d'un conseil régional? Ah oui, c'est ce que je vais vous expliquer. En réalité, le Grand Lomé fait partie de la région maritime. Oui. Mais selon la loi, est érigé en territoire spécial. Et donc, on appelle district autonome du Grand Lomé. Oui. Donc, les conseillers régionaux qui sont élus dans la préfecture du Golfe et dans la préfecture d'Agoué oui. vont siéger au niveau du conseil régional maritime. Oh là là. Voilà. Donc, le Lomé est en partie, le Grand Lomé fait partie en quelque sorte de la région maritime. Et compte tenu de, comme c'est la capitale ici, on a fait en sorte que le Grand Lomé soit un territoire spécial dans la région maritime. Donc, le gouverneur qui va gérer ce territoire spécial aura un conseil composé de 53 membres. Et ce conseil sera composé des représentants des communes. Donc, chaque commune va envoyer 2 représentants, 2 élus. Ok. Ça veut dire les 13 vont envoyer 26 élus. Donc, les 26 conseillers municipaux vont siéger au niveau du conseil du district du Grand Lomé. Le chef de l'État va nommer, en dehors du gouverneur, va nommer 26 personnalités. Donc, 26 représentants des communes plus 26 personnes, ça fait 52. En plus du gouverneur, ça fait 53. Donc, c'est les 53 qui vont constituer le conseil du district autonome du Grand Lomé. Donc, le district autonome du Grand Lomé va fonctionner suivant les principes de déconcentration et en même temps des principes de décentralisation. Alors que les autres gouverneurs, ils vont fonctionner uniquement suivant les principes de déconcentration. Oui. Donc, le gouverneur de Lomé, pour agir dans certains domaines, doit suivre les décisions du conseil. Oui. Alors que les autres gouverneurs n'ont pas de conseil. Ils vont agir juste suivant les consignes reçues de la hiérarchie. Et puis, ils les exécutent et puis ils rendent compte. Alors que le gouverneur de Lomé, lui, va agir aussi comme ça, mais il a un conseil. Sur des questions de développement de district, le conseil va siéger. Le conseil va prendre des décisions. Et cette décision même, les décisions du conseil du district autonome du Grand Lomé, même s'imposent aux communes. Et donc, il y aura une particularité dans le fonctionnement du gouverneur du Grand Lomé, contrairement aux autres gouverneurs. Est-ce que c'est pas trop compliqué tout ça? Lorsque des gens ont décidé ça. Oui, bon. Et puis le gouverneur du Grand Lomé a rang de ministre. Il peut participer au conseil des ministres quand il s'agit d'aborder un sujet concernant le district autonome du Grand Lomé. Oui, il a rang de ministre. Ah bon? Ah oui, le gouverneur du Grand Lomé. Oui. Ah oui. Il a rang de ministre. Il a rang de ministre, voilà, selon la loi. Donc, c'est important, il faudrait que les gens comprennent un peu. Oui, bien sûr, c'est quand même intéressant de comprendre tout ça. Oui, c'est important de comprendre cela. Donc, vous avez demandé si les gens demandaient tout ça. Mais c'est l'architecture qu'on a adoptée pour notre décentralisation. Okay. Le Togo a adopté 2 niveaux. C'est que la commune et la région. On aurait pu peut-être faire comme Bénin, avoir juste un niveau, commune seulement, et ne pas avoir de région. Maintenant que nous avons eu les 2 niveaux, il faudrait qu'il y ait aussi ce schéma. En réalité, les gouverneurs, ce n'est pas maintenant que c'est prévu. Les gouverneurs étaient prévus déjà dans les tests, mais ils n'étaient pas juste nommés, ils n'étaient pas nommés. Donc, comme on a maintenant on aura le conseil régional, il faudrait que forcément on ait les gouverneurs pour pouvoir vraiment assurer un meilleur fonctionnement. Puisque les préfets ne vont pas travailler avec les conseils régionaux. Donc, il faut forcément les gouverneurs. C'est pourquoi le chef d'État était obligé de nommer les gouverneurs. Donc, voilà un peu, quand je comprends les inquiétudes, il y aura quand même augmentation des dépenses publiques. Ah oui, parce que les gouverneurs, avec leur administration, ça va être lourd pour avec leur administration, même au niveau des conseils régionaux, l'État va encore envoyer la logistique, le personnel, le secrétaire général, les secrétaires généraux des conseils régionaux seront nommés par le gouvernement, par l'État, et tout ça. Donc, naturellement, il y aura augmentation des dépenses publiques. Mais
comme l'OTR nous dit que les recettes fiscales augmentent, je crois que l'État compte sur ça pour pouvoir vraiment assurer tout ça. Dommage que cela ne permet pas d'augmenter les investissements. Parce que quand les fonctionnements sont trop lourds, quand les dépenses de fonctionnement augmentent, ça agit un peu sur les dépenses d'investissement. Parce que c'est les dépenses d'investissement qui permettent de répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire construire les hôpitaux, construire les routes, aménager les écoles. Donc, c'est ça l'investissement. Donc, si le fonctionnement des administrations, le fonctionnement est trop lourd, alors les dépenses d'investissement seront réduites. Donc, c'est ça qu'on aura assisté. C'est la crainte aujourd'hui. C'est la crainte aujourd'hui. Donc, ce que l'État doit faire, c'est de renforcer la capacité du secteur privé pour que les entreprises soient fortes. Parce que c'est les entreprises qui produisent de la richesse. C'est les entreprises qui contribuent aux recettes fiscales. Donc l'État doit renforcer son tissu économique, faire en sorte que les entreprises soient beaucoup plus solides, en bonne santé, pour pouvoir générer suffisamment de revenus et pouvoir contribuer de manière significative aux recettes de l'État. Voilà. Très bien. Écoutez, merci pour ces explications. Alors, on va demander aux auditeurs, ceux qui ont des questions à poser donc, à notre invité Pascal Edo Agové. Ce matin, vous avez donc le standard qui est dégagé. C'est bon? C'est dégagé? C'est bon? Bon, d'accord. Le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour poser des questions de compréhension. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir comment ça va fonctionner ici et là, comme on est en train d'expliquer à l'antenne. Vous appelez sur le 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler ce matin. Ou vous voulez nous envoyer des messages, SMS ou messages WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64. Mais attendez, sincèrement, est-ce que l'État a les moyens pour pouvoir mettre tout ça là en musique? Pascal Agové. Si quelqu'un décide de construire une maison, c'est qu'il est prêt à financer la maison. Oui, de loin, on regarde quand même. Voilà. Mais dommage que l'État, ce qui est sûr, c'est que quand il s'agit des affaires politiques, les autorités trouvent toujours des moyens. C'est les besoins des populations à la base qui souffrent, qui n'ont pas souvent de réponse adéquate. Et donc, nous espérons que l'État trouvera des moyens vraiment pour satisfaire les besoins de fonctionnement de ces nouvelles administrations. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Bien, et vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? Rabiou Alassani. Monsieur Alassani, nous vous écoutons. Oui, merci. Bonjour, directeur. Bonjour, monsieur Alassani. Oui, j'ai une question. Est-ce que les conseillers régionaux ont une rémunération? En cas de conflit entre un maire et un préfet, est-ce que le gouverneur est habilité à intervenir? Merci. Merci, monsieur Alassani. Merci de nous avoir appelés. La question du conflit, c'est sûr que elle va se poser. Certainement. Surtout en début. Assurément. Ça c'est vrai. Les conflits territoriaux, oui. Les conflits de compétences, ainsi de suite. Il y aura ce genre de conflit. C'est inévitable. Oui. Donc, je ne voudrais pas trop aborder ce sujet ici, parce que le processus, c'est très sensible. Mais je comprends parfaitement les inquiétudes. Quand il y a problème, la loi a prévu un mécanisme de résolution de ces conflits-là. Donc, certainement, on aura une autre émission où je vais aborder de loin à large. Volontiers. Le mécanisme, parce que c'est inévitable. Les conflits vont se poser. Et donc, en cas de conflit, à chaque niveau, qu'est-ce que la loi a prévu? La loi dit. Et comment on doit procéder pour régler ces conflits-là. Donc, on reviendra sur ça. Alors, pas d'inquiétude. Les émoluments des uns et des autres. Oui, en réalité, tous les élus n'ont pas un salaire, y compris même les maires. Ils ont des indemnités. Les maires et les présidents des conseils régionaux auront des indemnités mensuelles et les élus régionaux, comme les conseillers municipaux, auront des indemnités de session. Ok. On prend l'autre auditeur au téléphone. Allô? Alors. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Mohamed. Monsieur? Mohamed. C'est monsieur Mohamed. Oui, nous vous écoutons. Ok, monsieur Eric, bonne émission. Merci à vous. Quelle est votre question, monsieur Mohamed? En fait, moi, je vais poser... est-ce que les gouverneurs, là, ils vont aller siéger dans leur région, bien, ils vont rester à nommer ici? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ce sera tout? Les gouverneurs vont siéger dans les chefs-lieux de région. C'est-à-dire que le gouverneur à Tchad, Dédi, par exemple, doit rester à Daban. Ok, Adjitaou sera à Kara. Et puis Manganawe sera à Tapamé. Et puis l'autre qui sera dans la région Achevier. Et puis Kassa Traoré à Lomé. Voilà.
On attend l'autre de la région centrale qui va saisir ce côté. Oui, c'est ça. Mais la question quand même des émoluments des uns et des autres se pose toujours. Il y a aussi un auditeur qui pose la question clairement, mais comment est-ce qu'ils seront rémunérés? Et tous? Quand ils ont, comme je le dis, les maires et les présidents, les maires, ou bien les bureaux exécutifs sont plus permanents. C'est-à-dire le maire, les adjoints, et le président et ses collaborateurs seront permanents. Donc, eux auront des indemnités mensuelles. L'État va fixer un montant. Chaque mois, on va leur donner cela. Mais les élus, eux, et les présidents des conseils aussi ont des indemnités mensuelles. Ils ont des commissions. Donc, les présidents de ces commissions aussi auront des indemnités mensuelles. Maintenant, quant aux autres élus, ils auront des indemnités de session, puisqu'ils se retrouvent chaque 3 mois, ou bien ils se retrouvent en session extraordinaire. Donc quand ils se retrouvent, ils ont des indemnités pour chaque session. Ok. On prend le troisième auditeur. Allô? Allô, Eric? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Olivier? Oui, Olivier. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Bonjour, monsieur Agbodé. Bonjour, Olivier. D'accord. Moi, ma question à l'expert ce matin, c'est de savoir si le Togo a besoin de tout ça là. Cette histoire de gouverneurs, conseillers régionaux, etc. Est-ce que le Togo, ce petit pays de 56 600 km², nous avions besoin de ça? Parce que moi, je vois ces histoires de gouverneurs et autres dans les pays un peu plus bas. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire. C'est un pays grand qui a également d'énormes ressources. Ce petit pays, nous n'avons pas de ressources, où nos territoires sont miettés en communes avec des conseillers municipaux. Maintenant, d'où vient encore cette histoire de gouverneurs, de conseillers régionaux, etc. Est-ce que nous avions suffisamment de ressources pour faire face à cette dépense? Parce que les gouverneurs seront payés. Oui, bien sûr. Et quelques conseillers régionaux, si je n'abuse pas, aussi auront des émoluments. Oui. Voilà, donc est-ce que le pays a suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces dépenses? Ou encore, on va continuer par piétiner les opérateurs économiques à payer plus d'impôts, parce que trop d'impôts aussi tue l'impôt. Les opérateurs économiques seront fatigués et des choses qui doivent normalement déclarer, ils vont les passer dans les coulisses ou carrément ils vont fermer leur entreprise et aller s'installer ailleurs. Est-ce que nos autorités ont pensé à tout ça là avant de se lancer dans ce processus? D'accord, très bien. Le message est compris, la question est comprise aussi, on va répondre à ça. Non. Monsieur Pascal Agbové. Oui, il n'est pas de notre devoir de juger de l'opportunité. Nous sommes en train d'expliquer ce que les autorités politiques sont en train de faire pour amener nos citoyens à comprendre le mécanisme. Maintenant, quant à l'opportunité, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Mais en tant que citoyen, nous devons aussi être réalistes. Parce qu'il faut mettre en place un mécanisme qui permet de répondre efficacement aux besoins de la population. Et en tenant compte de la disponibilité des ressources. C'est ça l'idéal. Donc, nous invitons tous nos dirigeants à suivre la chose de près et à analyser pour voir quelles sont les insuffisances, quels sont les points forts, pour qu'ensemble, à un moment donné, nous puissions prendre des décisions qui nous permettront de répondre efficacement aux besoins de la population. On va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gado. Monsieur Gado. Oui. Vraiment, on n'a pas besoin de tout cela. Un petit pays comme ça, regardez nos routes, les gouvernements, les maires, tout ça là, ils vont rouler sur quelle route d'ailleurs? Mais c'est pas possible, un petit pays comme ça, très pauvre. Regarde la route, notre numéro 1. C'est pitié. Si une voiture tombe en panne, c'est fini toute la journée. Un jour, j'ai appelé même le mari de la ministre Zoueratou pour lui dire que est-ce qu'il a une fois roulé sur cette route-là? C'est pas possible. On n'a pas besoin de ça. Le maïs à 1000 francs. Il ne réfléchit pas sur la. Comment il y a du matin que le maïs était à 355 ans? Et aujourd'hui, le président Pognassigo ne dit rien pour ça. Et vous créez des pauses. Vous allez trouver l'argent où? Merci, bonne journée. Bon, merci beaucoup, monsieur Gado, votre commentaire sur le sujet, mais ça quand même montre
l'état d'esprit des citoyens. Oui, les autorités devaient prendre en compte ça au sérieux, ces préoccupations. Oui. Et c'est ce que nous disons justement, que si les citoyens s'impliquent dans le processus, ça va amener les décideurs à revoir leur copie. Parce que c'est pour nous qui font la décentralisation. Ils font la décentralisation pour rapprocher les services des citoyens, pour accélérer le développement local. Mais si nous constatons que ce qui se fait ne permettra pas d'atteindre les objectifs, il leur appartient de rectifier le tir. Donc, je comprends parfaitement les inquiétudes des compatriotes, mais il n'est pas de mon devoir de dire ça, on ne doit pas le faire. C'est comme je suis en train d'attaquer les dirigeants. Je suis là pour analyser. Oui. Et c'est à eux de prendre la décision. Oui. Voilà. Expliquer. Donc, chacun de nous joue son rôle. Bien sûr, on jouera chacun sa partition. On va prendre le dernier auditeur au téléphone ce matin. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. C'est monsieur Nasser. Monsieur Nasser, nous vous écoutons. Ma question est celle-ci. On devait avoir 5 gouverneurs, n'est-ce pas? Oui, 6 au total. 6 au total, Oui, mais... actuellement on a 5. Pourquoi celle des centrales n'est pas encore nommée? Bon, il n'y a aucune communication officielle là-dessus. Demain, nous aurons sur nos plateaux la ministre porte-parole du gouvernement. On va lui poser clairement la question. Monsieur, normalement, ça devait se faire comme ça. On devait être prêt pour annoncer les choses ou bien on annonce par détail. Bon, moi, c'est une question que je pose. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Nasser. Oui, bien sûr, c'est une question. C'est pour ça que vous avez appelé. On a compris. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Pourquoi est-ce que pour la centrale, il n'y a pas encore de gouverneur? Moi, j'ai été choqué, mais peut-être... Je ne sais pas si les autres conseils régionaux vont commencer avant le conseil régional de la région centrale. Et tous les conseils régionaux devaient commencer au même moment. Dans les gouverneurs qui sont nommés, leur première mission, c'est de convoquer la première réunion du conseil régional. Donc, normalement, ça ne devait pas tarder. On devait normalement nommer tout au même moment. Maintenant, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé à la dernière minute, mais il appartient au chef de l'État de prendre cette préoccupation au sérieux pour que dans les jours à venir, peut-être dans la semaine, avant demain, ou bien plus tard la semaine prochaine, nommer le gouverneur de la région centrale. Très bien. Merci beaucoup Pascal Agbové d'être avec nous ce matin, de nous avoir permis de comprendre un peu plus ce sujet. Rassurez-vous, les jours à venir, on vous invitera de nouveau pour pouvoir aborder d'autres aspects de cette question de la décentralisation, de la déconcentration, pour que nos citoyens puissent bien comprendre. C'est moi qui vous remercie et je reste disponible pour répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Je rappelle que Pascal Edo Agbové est expert, consultant en décentralisation et gouvernance locale. Il est le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM à Lomé. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Et on va se quitter sur cette chanson de Yao Agoti, Yao Mawena, c'est ça? D'accord, très bien. Oui, on peut écouter. Mega Vivi, nous menons. C'est ça? Ok, on écoute alors. Et ça, c'est pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la radio. On se retrouve demain pour une autre aventure sur la radio Taxi FM Lomé.
ayashia na konwa melo. Malo na dobri chojo baglen molo. Mawade fia obi ayashia na konwa melo. tu yo khonalo ndia madidi
ile retrobo Mordecai nya chomelo 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 Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.